Bon, je mets un coussin sous mon cul parce que le tabouret à force... Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les mecs, il est temps, on débriefe toutes mes lectures de cet été. Je vous mets la photo là, c'est une pile monstrueuse mec. J'ai lu, j'ai beaucoup lu. Enfin il a fallu vider la palle qu'on a remplie la semaine dernière, du coup c'est un peu complexe tout ça. Que dire sur tout ça? Que dire? J'ai dû trier cette vidéo en deux parties parce que j'ai eu des très bonnes lectures et j'ai eu des lectures... Si c'est pas passable ou oubliable, c'est carrément naze. Naze plus pour la VO et passable et oubliable pour la VF, clairement. Je vais essayer de vous parler de tout, mais on va aller très rapidement pour les premiers trucs, du coup, qui sont les trucs un peu naze, oubliables, tout ça. Je rigole parce que le premier truc en question... Ouf, wow. Non, mais ça on peut pas garder, couper. Je rigole parce que le premier truc en question, Mills a adoré. Il en a fait une vidéo tellement il a kiffé. Et moi je l'ai lu, et j'étais en mode... Bon... c'était cool quoi, mais voilà, c'est pas bon. Je vais pas m'en rappeler très longtemps, on va dire. Je parle de Dirty Old Glory, donc c'est un titre c'est un one shot du label 619. J'ai pas une très grande histoire d'amour avec le label 619 parce que les quelques trucs que j'ai lus à chaque fois, j'ai pas trouvé ça transcendant. J'ai un doggy bag Beware of the Rednecks. Bon, voilà. J'ai lu le début de Maple Leaf, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, voilà. Et du coup celui-là aussi, bon, voilà. C'est marrant avec Mills parce que tout ce qu'il aime, je déteste ou je n'aime pas, et inversement, en général, c'est pas terrible. On parle de quelqu'un qui a aimé Watchmen. On peut pas être parfait, les gens. Je vais me faire insulter dans les commentaires. Dirty Old Glory, c'est dans le futur, dans un futur dystopique, où, voilà, globalement, tout ce qu'on peut imaginer vis-à-vis de l'état actuel du monde se passe. Catastrophe climatique, des tensions politiques, tout ça. Ce qui résume le bouquin, c'est ça dénonce beaucoup de choses. Ça, on peut pas y enlever. Et c'est en gros l'histoire de miliciens qui sont pris au piège dans un tank sous des éboulements et qui racontent ce qu'ils faisaient avant que le monde devienne comme ça. Je pense que beaucoup de gens parmi vous peuvent y trouver un intérêt parce qu'il y a beaucoup d'idées dénoncées, comme je vous ai dit, des idées politiques, c'est ce qui caractérise pas mal le label 119. Maintenant, moi personnellement, ce genre de lecture, ça m'apporte rien parce que je le sais déjà tout ça, tu vois. Je sais déjà que c'est la merde, je sais déjà que l'humain peut être meilleur, tout ça, dans toutes les morales que le bouquin peut transmettre. Je connais déjà tout, j'ai compris à force, tu vois. En fait, j'ai quasiment rien retiré, parce que tout était déjà acquis pour ma part. Au niveau du dessin, bah, c'est typiquement du Prosit, j'espère que je prononce bien. On peut pas faire plus label 619 que ça. J'ai pas grand chose d'autre à dire, franchement, ça m'a pas transcendé. L'histoire était sympathique, la fin est un peu tragique, genre t'es un peu deg à la fin. Mais c'est une lecture que je vais vraiment oublier, parce que... j'en ai pas retiré grand chose. Je pense que certains parmi vous peuvent en retirer grand chose. Mills en a retiré beaucoup, je vous invite à aller voir sa vidéo. Moi pas. Par contre, ce qu'il faut que je souligne, parce que j'adore les éditions du label 119. Sur les doggy bags présentes, c'est déjà comme ça. Mais en fait, t'as beaucoup de travail sur le graphique des bouquins. Genre, tu vois, t'as les bouts de couverture qui sont usés, le derrière, le drapeau américain, avec le bouquin qui est brûlé. Les bouquins sont vraiment super beaux. Vraiment. Là, c'est un truc qu'on peut vraiment pas enlever. On va enchaîner avec un truc que je vais très clairement oublier, et putain que je suis dégoûté. Ça se passe chez Delcourt, c'est Texas Blood tome 1. Donc en plus ils ont changé le nom, en VO ça s'appelle That Texas Blood, qui a vraiment un sens, le That. C'est scénarisé par Chris Condon et dessiné par Jacob Phillips. Ça se passe dans une petite ville du Texas. On va suivre le shérif qui est bientôt à la retraite, voilà, c'est le mec usé par le boulot, qui a vu les horreurs du monde. Et on va suivre un autre gars, donc qui a une vie un peu simple, qui a déménagé en dehors du Texas, et que le Texas va rappeler par rapport à des histoires de famille. Les dessins sont ce qu'ils sont, voilà, c'est pas incroyable, mais ça peut se faire. Franchement, c'est... Au bout d'un moment, j'ai envie de dire qu'au bout d'un moment, on s'y fait. C'est très particulier comme style. C'est assez spécial. J'ai jamais vu ça avant. Ce dessinateur, je l'ai jamais vu avant. Le gros problème, c'est que... D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais je mets maintenant mes notes de lecture dans la description, dans un Google Doc. Si vous intéresse de suivre pas à pas mes réactions vis-à-vis de la lecture, je vous invite à les voir. En fait, à chaque fois, je lis et j'ai vraiment des réactions à vif que j'oublie quand je fais cette vidéo-là. Donc au moins, ça me les rappelle. J'ai une phrase dans mes notes de lecture qui caractérise vraiment bien ce tome. Parce qu'en fait, la fin du tome, elle est vraiment prout-prout. Tu lis le tome... T'as lu une histoire, mais la fin n'a aucun impact. J'ai pas du tout envie de lire le tome 2, genre... L'histoire a pas du tout réussi à m'accrocher, et je regrette beaucoup, parce que, en fait, c'est vraiment une histoire qui aurait pu me plaire dans une petite ville, l'ambiance où tout le monde a des secrets, tu vois. Et c'est vraiment pas bien passé. Franchement, c'était vraiment très passable. J'ai échangé avec quelques personnes sur Insta qui l'ont lu, ils m'ont dit exactement pareil. C'était pas terrible, franchement. J'aurais bien aimé, parce que pour le délire Texas, c'est le chauvinisme texan, tout ça on connaît. Je me suis dit que ça aurait pu être une très bonne lecture assez intéressante et c'était très passable. L'histoire, enfin,
J'étais pas spécialement investi dans les personnages, rien ne m'a marqué. Voilà, c'est vraiment pas ouf, vraiment pas ouf. Après comme d'hab, hein, je dis pas que c'est de la merde, juste moi je n'ai pas aimé. Donc si vous voulez aller voir, bah allez-y, au contraire. Et troisième lecture VF qui malheureusement ne m'aura pas convaincu, et pourtant j'ai vu pas mal de gens dire du bien, et pour le coup, encore une fois, bah c'est le genre d'avis où je comprends pas. Genre, pourquoi? Je parle de The Plot, tome 1. Alors je sais que 1G et Mills ont fait une vidéo là-dessus, et globalement leur avis c'était que c'était pas mal, mais qu'il fallait voir le tome 2 pour voir sur la durée. Je vous le dis, le tome 2, je sais même pas si je vais le prendre parce que il y a une remarque qui est revenue souvent sur ce tome, c'est un lock and key en moins bien. En vrai, je suis un peu d'accord. C'est exactement le même plot de début que Lock and Key, genre une famille déchirée qui se connaît plus vraiment et qui vont se retrouver dans le vieux manoir de famille, tu vois, c'est un peu ça. Et en fait, le manoir est pas semi-hanté, mais il y a des espèces de forces mystiques marécageuses autour du manoir qui entre en contact avec les gens. Je suis vraiment indifférent face à ce bouquin, vraiment. Là pour le coup, le scénario de Tim Daniel et de Michael Morrissey, rien à... Voilà. Et des gens qui ont eu peur apparemment... Ah bon? Les dessins de Joshua Hickson sont... Je vous laisse juger. J'ai pas envie de juger pour vous, tu vois, juste une faire un avis. Moi personnellement, je vous le dis, personnellement, je n'ai pas aimé du tout. Je pense qu'avec un style beaucoup plus détaillé et moins pâteux, ça aurait été vachement mieux. Ça m'a tellement marqué que je me rappelle même plus la fin de l'histoire, c'est pour vous dire. En fait, le gros défaut de ce bouquin, je pense, c'est que tout se passe très vite. Et t'as pas le temps de te faire au personnage, t'as pas le temps de t'investir, t'as pas le temps de vraiment avoir peur pour eux. Tu vois les choses se passer, et c'est déjà fini. Et pour moi, il y a un vrai problème sur le temps, il y a un vrai problème de durée. Putain, non, les dessins, genre mec, attends, je viens de trouver la page là. Il y a une page où il y a un chien, Miskin il s'est pris une voiture, il est déformé le truc. Je pense vraiment que c'est un bouquin qui avait du potentiel parce que l'ambiance, au niveau des couleurs, il y a eu un travail quand même, l'ambiance était très cool. En fait, tu t'assises juste à une famille qui voit des phénomènes paranormaux se passer et qui vivent avec et qui enfin, voilà, regarde, le chien. Regarde-moi sa gueule là. Et il fait sacrément peur, hein. Waouh. En tant que lecteur, ça a vraiment pas été une expérience plaisante. Les dessins ne font pas peur. Genre juste là, tu vois une main dégueulasse sortir du lavabo pour te choper. Et bah le dessin fait que juste tu vois une main et ça te saute pas au visage. Il manque un truc, il manque un piquant, une immersion. Il manque clairement de l'immersion dans l'histoire. En tout cas pour ma part. On passe aux bonnes choses maintenant. Waouh, allez, c'est parti. On va passer à la moins bonne des bonnes lectures, qui est Green Arrow année 1. Green Arrow année 1, c'est un truc que j'avais jamais lu. Pourtant je suis un gros fan de Green Arrow. C'était à l'époque vendu comme ah oui, le comics qui a fait naître la série Arrow. Arrête. Donc en fait Green Arrow année 1, bah comme toute la collection année 1 ou Terre 1, bah c'est les origines du personnage. C'est scénarisé par Andy Deagle, dessiné par Jock. Si je puis me permettre, un Jock qui est pas au top de sa forme. Clairement, il y a des pages qui font un peu mal. Je pense encore une fois comme The Plot qu'avec des dessins vachement plus... Pas avec un style marqué, si tu veux, des dessins simples. Je pense que ça aurait vraiment rendu service aux comics parce que il y a vraiment des pages où t'as pas de fond. Ça donne une ambiance très... Ouais, je cherche mes mots là. C'est très flat sur certains trucs, c'est très plat. Tu vois les personnages avoir une discussion impactante et au final, juste tu les vois avoir une discussion, t'es pas... Encore une fois, il manque d'immersion. C'était quand même très cool, et je vais pas vous spoiler, mais il y a des axes de scénario qui sont pris vis-à-vis de comment ils se retrouvent sur l'île, de ce qu'il y a sur l'île, de comment ils se retrouvent à manipuler un arc et tout, qui sont vachement cool. Le principe des origines de Green Arrow, c'est que c'était un sale con, et qui, grâce à l'île, s'est repenti. Et en fait, t'as pas le temps de le voir être un sale con, assez longtemps pour le détester et pour comprendre toute la puissance du changement qu'il a pu subir. En tout cas, c'est une lecture sympa. Je vais pas vous le vendre comme un truc de ouf, mais c'était sympa. Je vous en parle maintenant, même si on va pas le détailler, puisqu'une vidéo dédiée va venir. J'ai eu l'occasion, et quel bonheur, quel plaisir, putain, de terminer Gideon Falls, mec. Tu vois la main, là? Tu vois ta joue? Comme ça. Cette baffe, mec. Ah là 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 là. Pour le coup, il y avait 2-3 personnes qui m'avaient envoyé des messages à l'époque quand le TP était sorti, donc que le tome 5 n'était pas sorti en VF, qui m'avaient dit putain, je suis dégoûté, ils ont fait de la série un truc bizarre et tout, j'ai pas du tout aimé la fin. Et pour le coup, je comprends pas. Parce que c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Enfin, ça commence comme une série d'horreur, et plus t'avances, et plus ça part dans des délires scientifiques et philosophiques. Donc à la fin, ça pouvait que finir comme ça, je trouvais. Tu voulais que ça finisse comment? Sinon, ça avait pas, tout ce que t'avais lu avant, ça n'avait pas de sens. Lemire et Sorrentino qui ont encore sorti une masterclass, vraiment, c'était incroyable. Donc un vlog de lecture sur Gideon Falls va venir exprès pour ça, parce que cette série mérite une vidéo, mec. C'était tellement incroyable. J'étais tellement tombé amoureux du premier tome, et là, la fin m'a mis une baffe. Donc je vous invite, si c'est pas fait, à lire Gideon Falls, même si peut-être attendez la vidéo que vous compreniez si la série est faite pour vous, parce que beaucoup se sont mépris et c'est pour ça qu'ils l'ont pas aimé. Et je pense qu'il y a besoin d'une clarification vis-à-vis de la série. Voilà. Bon, maintenant on peut passer au truc très cool. Encore une fois, il y a un autre bouquin dans cette vidéo dont je vais pas pouvoir trop vous parler parce que il y a une vidéo qui va arriver dessus.
Le vlog de lecture sur Flashpoint Prélude. Je sais vraiment pas quand ça arrive, peut-être la semaine prochaine. Suivez-moi sur Insta et Twitter parce que c'est là-dessus que l'annonce sera faite. Flashpoint Prélude, c'était globalement une bonne lecture. Je vais pas dire très bonne, mais c'était une bonne lecture. J'avais jamais vraiment lu de Flash, un truc consacré purement à Flash, donc c'était très cool, ça me donne vraiment envie de lire plus de Flash. La première partie, parce qu'en fait c'est un bouquin qui est divisé en 3 parties. La première partie était super, et les 2 autres un peu en dessous. Elles étaient sympathiques à lire, mais un peu en dessous. Et du coup ça nous lie à la fin du bouquin à Flashpoint. La liaison à Flashpoint, elle est un peu faite rapidement. Genre en mode, c'est le moment où ça se passe, tu vois. C'est pas en mode, les événements vont se déclencher, c'est que, niveau temporel, à la fin de l'histoire, ça va être le début de ce qui va provoquer Flashpoint. Globalement, je regrette pas du tout d'avoir lu, c'était très cool. Ça permet de compléter mes lectures de Flash et surtout de compléter toute la timeline de Flashpoint. Et puis, voilà, comme je vous dis, vous en direz vachement plus dans le vlog de lecture parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, vraiment beaucoup de choses à dire. Encore une fois, dans mes notes de lecture, si vous voulez une petite preview, dans mes notes de lecture, j'en parle surtout du premier chapitre, qui est vraiment très bon. Donc ouais, on verra ça probablement la semaine prochaine. On va enchaîner ensuite avec un truc qui a traîné dans ma palle depuis 3,6 milliards d'années, mec. Alors j'ai lu que le tome 1 parce que j'ai eu un petit problème au niveau d'édition. Je vais vous expliquer. Le tome 1 du Batman de Paul Jenkins. D'où il sort ça, celui il sort ça de son Oui, totalement. Donc en fait, c'est une série qui est en 4 tomes simples. Et j'avais acheté les 3 premiers tomes d'occasion sur Le Bon Coin, je crois, pour pas très cher. Sauf qu'en fait, le 4ème tome n'est plus édité, et du coup, ces connards de spéculateurs, ils vendent ça à 90 € alors que ça vaut rien. Globalement, c'est ce qui se passe, hein. Et du coup, j'ai pas moyen de trouver la fin, donc j'ai pas envie de continuer la série sans avoir la fin. Visiblement, enfin, apparemment, ça a été réédité en intégrale, donc je vais sûrement tout revendre pour prendre l'intégrale, ça fait chier, mais voilà. Parce qu'en fait je préfère les tomes simples, moi pour le coup, en termes de confort de lecture. Quand t'as des doubles pages, si tu peux les ouvrir comme ça, tu vois, que les intégrales c'est compliqué. Le Batman de Paul Jenkins, mec, j'en attendais rien, et je suis tellement... Enfin, c'était tellement bien, c'était vraiment trop cool. C'est une aventure classico-classique de Batman. Les dessins, c'est David Finch, mec, c'est si beau, c'est si bien, c'est si bien. Regarde-moi ce Batman, mec. Il est pas trop stylé, son Batman. Et en fait, on va suivre une histoire qui est très cool avec globalement des super méchants qui sont infectés et qui ont le même symptôme que Bane a avec le venin. Et donc, il va enquêter sur comment ça se fait, qu'est-ce qu'ils ont dans le sang d'abord. On trouve une grosse myriade de tous les méchants de Batman. On passe par Double Face, Poison Ivy, par Clayface, par... Voilà. Vraiment, j'ai l'impression que, tu sais, les gens vont dire, ouais, c'est une histoire classique et tout. Mais au final, le classique, il devient rare tellement les scénaristes, ils essaient de faire des trucs très élaborés maintenant. Que vraiment, des histoires simples, bah au final, c'est limite plus une valeur sûre. Je trouve. Enfin, en tout cas pour moi. Regarde-moi cet épouvantail, mec. C'est si beau. En plus, l'impression est vraiment très bonne. Du coup, tu profites vraiment de tous les détails. Ça, c'est très plaisant. Et puis, tu te tapes, voilà, je parlais de double page. Tu te tapes des doubles pages de l'enfer comme ça. C'est... J'adore. Vraiment, j'adore. J'adore. Alors, il y a aussi un nouveau personnage dedans qui me semble est apparu dans ce tome-là. C'est le lapin blanc. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, c'est une femme. Alors, peut-être le seul défaut qu'on pourrait donner, c'est que on a typiquement à la fin un Batman qui veut que d'autres tomes de ses histoires soient publiés. Parce que à la fin, il achève le méchant, mais enfin il le tue pas, mais enfin parce que c'est Batman, mais il l'achève. Et puis vraiment, c'est le méchant disparaît dans l'eau, il s'en va, et le dernier truc que Batman dit, c'est ouais, il reviendra. Il fait quelque chose, je sais pas. Fait un effort. Enfin bon, au-delà de ça, c'est vraiment très cool, c'est très beau. L'histoire, je la trouve vraiment super, sans être non plus très élaborée, parce qu'au bout d'un moment, l'élaborer, hein, c'est chiant. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Vous voyez que les autres tomes sont là. Mais juste, bah, si j'ai pas le tome 4, bah, je vais pas... En attendant, je vais pas continuer. Je vais attendre de tout avoir pour pouvoir continuer, parce que ça, j'ai pas envie d'être frustré d'être arrivé au tome 3 et pas pouvoir lire, tout simplement. Un Batman dont je trouve on parle pas assez. Ah, la boucherie. La boucherie arrive. Il y a quelques temps maintenant, j'ai acheté un bouquin. Et je vous jure, les mecs, que Néophyte, si c'est pas toutes les semaines, il m'envoyait un message, ce con, il me dit quoi? Ouais, non, mais ça, c'est sûr que tu vas pas aimer. Ouais, non, ça, attends, putain, tu l'as pas encore lu, mais c'est sûr que tu vas pas aimer. Ah, ça, putain, c'est vrai que t'as acheté ça, mais tu vas pas aimer. Mais frère, laisse-moi tranquille. Non, mais oh. Alors, du coup, de rage, j'ai fait quoi? J'ai pris une photo de Néophyte. J'ai fait comme ça, voilà, pour commencer. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai pris le bouquin de ma page, je me suis posé, je l'ai lu. De quoi je parle? Irrécupérable intégrale 1. Bon, peut-être que vous allez rager par rapport à ce que je vais dire quand vous verrez le bouquin d'après. C'est le meilleur truc que j'ai lu ce mois-ci. Je te vois, Néophyte, là, ferme-la. C'est le meilleur truc que j'ai lu ce mois-ci. Pour le coup, j'ai été très complet dans mes notes, donc allez voir dans la description si vous voulez. Mes notes sont assez complètes. Alors que ce soit Néophyte, que ce soit Ingé dans sa vidéo avait dit que il aurait aimé peut-être un truc un peu plus élaboré, un peu plus péchu, pour employer ces termes. Et je ne comprends pas cette affirmation, parce que vu tous les concepts qui dépassent, parce que ça a été beaucoup comparé à Injustice, même si c'est sorti avant, tous les millions de concepts qui sont là-dedans et qui dépassent
tellement Injustice, je ne comprends pas qu'on puisse demander un truc encore plus péchu que ça, tu vois. Vraiment, on est dans un monde où donc le Superman de cette Terre qui s'appelle le Plutonien, il a cabré sa mère, il a développé un ego, un narcissisme, un égoïsme, tout ce que tu veux, et il fait le mal, et c'est le dictateur de la Terre. Et en fait, quand tu commences le tome, tout s'est déjà produit, et t'as son ancienne équipe de super-héros qui essaye de le... si c'est pas de le combattre, au moins de réparer ce qu'il fait. En une intégrale, là, il se passe beaucoup de choses. Alors, je vous colle tout de suite, je vais prendre la deuxième. Hein. Ça, c'est certain. En une intégrale, il se passe beaucoup de choses. T'apprends à voir qu'en fait, le Plutonien est juste un cinglé. Il y a des dialogues, mec. Oh là là. Il y a une partie de l'histoire qui dure 5-6 pages qui m'a achevé. Pour ceux qui ont lu le passage avec les parents et leur fils handicapés. Toute cette partie, gros, j'en pouvais plus. En fait, c'était horrible. Et c'était dosé parfaitement pour te scotcher, genre... J'ai lu ce passage-là, j'étais en mode... Oh, c'est si dégueu, mais si bien. C'est tellement bien écrit, en fait, c'était parfait. Vraiment, la séquence était parfaite. Pour une fois, il y a des concepts... Alors, j'ai un peu comparé ça à Invincible, dans le sens où c'est très caricatural du super-héros sur certains angles. Ils vont tous avoir des collants, des tenues ultra extravagantes, tout ça. Et pour une fois, ça m'a vraiment pas dérangé, parce qu'on oublie cette caricature. Ils ont chacun les personnages en aussi peu de pages, j'allais dire. Vu le nombre de personnages que t'as, c'est pas beaucoup pour développer les persos. Ils sont tous très bien caractérisés, même les persos très secondaires. Tu t'investis pour eux. T'as beaucoup de retournements de situation. Putain, quelle bonne lecture, quoi, vraiment, ça fait du bien. Donc c'est scénarisé par Mark Waid et dessiné par Peter Krause. En vrai, les dessins, ils sont pas non plus exceptionnels, mais ils sont très bien. C'est très convenable, vraiment. Notamment quand t'as des pages comme ça, tu comprends quelle heure il est, tu vois. Et j'ai vraiment adoré le fait que dans l'histoire et dans les dialogues... on comprend qu'ils ont eu un lourd passé tous ensemble, ils ont vraiment été ensemble pendant très longtemps, ils ont combattu le crime tous ensemble très longtemps, et ça se ressent en fait, tu sens vraiment tu ressens vraiment l'implication entre ces personnages-là, et tu ressens vraiment les liens qui les unissent. Et c'est fort, en aussi peu de pages, nous poser autant d'infos, et... Enfin, j'ai vraiment, pour le coup, je vous parle d'immersion depuis le début de la vidéo, j'étais totalement immergé dans l'histoire. Et j'ai tendance à, genre, je sais pas vous, mais... J'ai tendance à juger un bon bouquin, en tout cas selon mes attentes, par rapport à est-ce que je suis encore dans l'histoire après avoir fermé le bouquin. Est-ce que j'y repense le lendemain avant de reprendre le bouquin. Et là c'était totalement le cas. Quand je m'arrêtais, je m'étais arrêté au milieu du bouquin et j'étais en mode putain, après avoir lu ça je pouvais plus décoller et quand j'ai dû fermer le bouquin j'étais en mode j'ai trop à d'y retourner quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce sentiment là. Et pour le coup, quand tout le monde me dit ouais non tu vas pas aimer, eh bah tiens, voilà, conseil. Et c'est un conseil qui se vérifie depuis très longtemps, n'écoutez pas tout le monde. Voilà, j'ai trop hâte de lire la suite. Vraiment, franchement, quel bonheur. Merci Mark Waid. Dernière lecture VF que j'ai terminée hier. Donc au final, ouais, c'est... Bon, je l'ai dévoré dans la journée, c'est allé très rapide. Je vais en parler très rapidement parce que je pense que tout le monde connaît. Voilà, la fameuse relecture. Il faut bien le relire de temps en temps. Old Man Logan, quel bonheur, quel plaisir. En vieux de luxe en plus, quel plaisir. Alors c'est un truc que j'avais lu il y a très longtemps et je l'avais pas relu depuis. Et en fait, je me suis rappelé d'un truc que je m'étais déjà dit à l'époque. C'est si bien que c'en est frustrant tellement il n'y a pas assez de contenu. Millard, il te pose tellement un monde large et complexe et où il s'est passé 1 million de trucs que quand tu termines le bouquin, il y a tellement de background dans l'histoire que t'en es frustré de pas tout savoir et de pas avoir tout vu. Surtout tout ce qui est ville ravagée, t'as des cadavres de certains personnages de Marvel qui sont là, tu les vois et le mec il t'explique ouais on passe à côté du cadavre de machin et t'es en mode explique-moi! Bon, pour ceux qui connaîtraient pas encore, les dessins de Steve McNiven sont juste colossaux, c'est impressionnant de détails. Il y a des concepts totalement crades dedans, genre tout ce qui se passe avec Banner. Ah, c'est dégueulasse. Et de découvrir que des personnages que tu lis en dehors qui représentent le bien, de voir comment ils sont devenus dans Old Man Logan, ça fait peur quoi. Tu te dis merde, si ça peut leur arriver à eux, c'est terrible. Ce qui m'avait vraiment marqué dans ce comics et qui m'a ressauté aux yeux, c'est les ombres et les paysages. Et aussi les jeux de lumière par rapport aux couleurs. Quand tu te tapes des pages comme ça, regarde bien. Putain, je trouve ça impressionnant. Tu te dis mais à tous les gens qui font moins bien que ça, arrêtez de dessiner quoi. Genre, ça sert même plus à rien. Tu peux pas rivaliser avec ça. Donc voilà, c'était vraiment une super lecture. Du coup, j'ai posé une question sur Insta et beaucoup de gens m'ont répondu, c'était très cool. J'avais demandé si la série, donc il y a une série Old Man Logan par Lemire et Sorrentino, j'ai demandé aux gens sur Insta si elle avait un intérêt à être lue pour lier au travail de Millard et surtout, est-ce que c'était intéressant dans l'univers Old Man, tout simplement. Et globalement, ce que les gens m'ont dit, c'est que non, ça n'avait pas d'intérêt à lier avec le travail de Millard. Par contre, en soi, c'était une très bonne série.
qui développait plus le côté psychologique de Logan, en même temps avec les dessins d'Andrea Sorrentino, c'est sûr. Et du coup, je me dis que peut-être, je me dis c'est en 6 tomes quand même, je sais pas si j'ai la foi de lire 6 tomes de ça, mais je garde l'idée en tête et je me dis que pourquoi pas. C'est tout pour la VF, on passe à la VO, un gros paquet de VO sa mère. Encore une fois, on va commencer tout de suite avec les trucs nuls, parce qu'il y en a quelques-uns quand même, avec notamment 2 bouquins sur 3 que je n'ai même pas terminé tellement je me suis fait chier. Et le 3e où j'ai feuilleté pour voir. On en est là, tellement c'était terrible. Bon, on va commencer par le premier, hein, celui que je n'ai même pas fini. Et en plus, c'est un truc qui m'avait beaucoup hypé, qui traînait dans ma palle depuis assez longtemps. Et rien ne va. C'est le TP de Grim Fairy Tale dans l'arc Sleepy Hollow. Alors, Grim Fairy Tale, c'est l'univers Zenescope, donc globalement c'est Wonderland, Robin Hood en France, où en fait, ça reprend tous les contes de fées, mais pour lecture adulte, très adulte. Et j'ai les 3 premiers tomes de Wonderland, j'adore cet univers. Et du coup, je me suis dit, bah j'adore l'histoire de Sleepy Hollow. Je savais pas qu'il y avait un arc dans Grim Fairy Tale, donc je l'ai pris. Alors, on commence par quoi? Déjà, on commence par le fait qu'il y a 3 scénaristes. Sur ça, il y a 3 scénaristes. Bon, ok. Les dessins. Les dessins par Dan Wakeline. C'est terrible, il n'y a pas d'autre mot. Au début, ça peut passer. Je te montre les pages, mec, hein, mais c'est terrible, c'est vraiment terrible, quoi. Plus ça va, et pire c'est, il n'y a aucun détail sur les visages, c'est horrible. L'histoire en elle-même n'a pas de sens. Il se passe plein de trucs, et tu sais pas pourquoi ça se passe. T'es pas attaché au personnage, en fait, c'est trop court, et tu te fais chier. C'est surtout ça, tu te fais chier. C'est nul, il y a rien à retirer. Il y a rien à en tirer de ce truc-là. Franchement, lisez autre chose. Vraiment. Lisez autre chose. Deuxième bouquin, c'est un truc qui est sorti en VF, mais du coup, moi, j'ai le TP en VO. C'est encore une fois un truc terrible, et pour le coup, j'étais vraiment déçu. C'est une série de zombies qui est sortie chez Awa. Le TP numéro 1 de Year Zero. C'était vraiment horrible. Mills a fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller voir, parce qu'en fait, je suis juste totalement d'accord. On suit une apocalypse zombie. On suit 4 ou 5 personnages. 4. On suit 4 personnages dans 4 endroits différents du monde, et on voit comment ils vivent l'apocalypse zombie chacun de leur côté. Ce qui m'a fait profondément chier avec ce truc-là, c'est qu'en fait, t'as quasiment aucun dialogue, et c'est un narrateur qui te parle. Et c'est très pompeux au bout d'un moment, juste t'en as marre, tu vois. Sur une double page, t'as aucun dialogue, et en fait, c'est ça tout le bouquin. T'as que le narrateur qui te raconte le truc. Qui te raconte, ah ouais, alors en fait, ce personnage-là, il est comme ça, et puis en fait, l'apocalypse, elle est venue comme ça. Et en fait, c'est toutes les 4-5 pages, tu passes à l'autre personnage. Ce qui fait qu'en fait, t'as pas le temps de t'attacher, et tu subis l'apocalypse, tu vois même pas comment ils essaient de se battre. C'est pas intéressant, c'est juste pas intéressant. Les dessins sont corrects, c'est pas incroyable mais c'est correct. Il y aurait eu des trucs à faire, mais juste c'est pas intéressant. Donc ouais, vraiment à la fin, j'ai vraiment fait comme ça pour voir ce que je m'en foutais. Et c'était nul, c'était trop nul, vraiment c'était nul. Et le dernier truc naze, évidemment, je l'avais call, je l'avais dit, une série anthologique d'horreur chez Image, The Silver Coin, j'ai détesté, bien évidemment, c'était sûr. C'est scénarisé par Chip Zdarsky, dessiné par Michael Walsh. Le vrai problème, c'est les dessins de Michael Walsh. C'est pas fait pour faire de l'horreur. C'est du dessin assez abstrait et cartoony. À quel moment tu fais de l'horreur avec ça? Tu vois? Genre juste, il y a trop de décalage. Et c'est un vrai symptôme des comics d'horreur. Ils essayent de te foutre des dessinateurs improbables qui ont des styles vraiment bizarres et tout pour te faire une histoire accommodante. Mais non, ça ne va pas. Juste faites un dessin joke à la limite, ça va, tu vois. Mais donnez des dessinateurs normaux. Et au final, c'est présenté comme une grosse anthologie d'horreur. C'est pas de l'horreur. Tu vois juste la décadence de certains personnages. À quel moment t'as pas peur, encore une fois, c'est de l'anthologie. T'as pas le temps de t'attacher au personnage. C'est trop rapide. Tu commences, c'est déjà fini. Et forcément que c'est trop rapide en fait pour faire ce genre de truc. Faites-le sur au moins 2 ou 3 numéros pour qu'on puisse avoir le temps de s'attacher, donc ça va pas du tout. C'est au moins quoi, la 3 ou 4ème série où je vous dis putain, comme Ice Cream Man, comme Aha, je comprends pas que ces séries aient du succès parce que c'est pas ouf. Je trouve ça objectivement vraiment pas ouf. Pour enchaîner sur les séries OVO, il y a plein de séries où je n'ai lu qu'un numéro, donc je vais vous en parler vraiment très rapidement. Je préfère attendre d'avoir 2-3 numéros pour bien vous parler du tout, à part si c'est une nouvelle série. Notamment le numéro 7 de Seven Secrets, donc c'est le début du nouvel arc, donc de cette série où il y a une espèce de société secrète qui détient les secrets du monde dans des mallettes. Et t'as des gens qui sont là pour protéger les mallettes, et t'as une faction ennemie qui veut s'emparer des secrets, tout simplement. Tu suis leurs aventures, tu vis comment ils défendent les secrets, et donc là, dans ce nouvel arc, ils ont réussi à repousser une attaque ennemie,
et il s'enfuit pour essayer de préserver les secrets. Ça, j'aimerais bien que ça arrive en VF. Clairement, il y a peu de chance, mais j'aimerais bien. On enchaîne aussi, deuxième numéro de Proctor Valley Road. Donc série de Grant Morrison chez Boom, c'est très cool. Dessiné par Alex Child, c'est un dessin très cartoony, quand même, très enfantin. Mais ça va très bien parce que on suit... En fait, c'est un mix entre Scooby-Doo et Riverdale ou Supernatural, tu vois. Genre, vraiment, c'est des enfants qui enquêtent. En plus, c'est cool, c'est qu'en 5 numéros, c'est une petite série tranquille. Franchement, c'est chill. Troisième numéro solo, Berserker numéro 2. La hype redescend beaucoup. genre beaucoup. La semaine dernière, je vous en ai un petit peu parlé parce que j'ai pris le 3. Ça partait très fort dans le 1. Dans le 2, ça se développe. On développe plus ses origines et ce qu'il veut et pourquoi on lit cette série en fait. Va falloir que ça se remonte très vite, hein, parce qu'on commence à se faire chier, en vrai. Sachant que tu commences la série avec des planches très bourrines. La suite après, en fait, c'est très calme, parce qu'on te parle de ce que le personnage veut, tout ça. Ah, ça te calme un peu, hein. Là, on te chope et arrête-toi 2 secondes, calme-toi. C'est un peu violent comme arrêt, en vrai. Va falloir que ça... Hein, un petit peu, ouais. Surtout que ça arrive en VF, et je vois déjà tout le monde dire... Oh mon dieu, mais c'est la meilleure série que j'ai lue de tous les temps. Non, arrête. Une nouvelle série que je commence chez Boom Studio, je vous en ai parlé la semaine dernière parce que j'ai pris les 2 et 3. On parle de Magic. Le Magic the Gathering, c'est un jeu de cartes à la base. Et t'as eu plein de comics qui ont été faits, donc là, une nouvelle série arrive. Alors, la couverture est un peu bizarre parce que c'est une couverture cachée. En fait, ils font des couvertures qui cachent les personnages principaux de l'histoire. Et donc là, je peux vous montrer, en vrai, c'est... Autant ils avaient fait ça pour Seven Secrets, pour la couverture spoiler, qui était pas vraiment spoiler en vrai, mais là du coup ça cache un arpenteur, donc c'est un planeswalker, c'est les grands mages de l'univers, et donc là en dessous on a, voilà, je vous montre la couverture de plus près, on a Kaya, qui est quand même très stylé. On nous plonge très efficacement dans le monde de Magic en quelques pages, c'est un truc assez remarquable parce que c'est un lore extrêmement complexe. Alors on nous présente le monde, on nous présente ce que c'est des planeswalkers, on nous explique où on est, et en fait, on va suivre 3 planeswalkers qui sont les maîtres de leur guilde, qui vont chacun subir des attaques qui ont été planifiées sur eux pour les tuer, et en fait, ils vont tous les 3 enquêter pour savoir qui a planifié ça. Ce qui est très cool, c'est que tu suis une enquête entre 3 persos qui n'ont rien à voir ensemble, qui limite devraient se faire la guerre de base, et ben ils vont s'associer, donc c'est cool à voir. Les dessins sont vraiment très cool, et juste c'est cool en tant que joueur de Magic de lire une série Magic, tout simplement. Pour continuer ma série chouchoute, les numéros 7 et 8 de The Department of Truth, quelle série formidable mec, vraiment. On a passé la partie chiante avec les dessins justement qui ne sont plus de Martin Simmons, qui t'explique le passé du département, comment c'est né et comment le personnage que tu suis depuis le début va y arriver. Et voilà, on repart sur toutes les théories du complot, ça part de reptiliens là-dedans, c'est très marrant. Et surtout, t'as tout côté conspiration gouvernementale, tu sais, le gouvernement qui veut te faire disparaître ou qui veut disparaître des informations, genre, j'adore ce genre de truc. C'est pas de l'espionnage, c'est plus du complotisme. Et c'est rare de lire ce genre de truc. Franchement, pour l'innovation de la série, je le recommande à tout le monde. Et puis, il y a une vache sur la couve, si c'est pas un argument de vente, je sais pas ce que c'est. On se termine encore chez Image avec les 3 premiers numéros de Geiger. Cette série est super. Les couvertures sont toujours formidables. J'ai une autre couverture qui brille dans le noir, qui coûte David Guetta, je l'ai rangée parce que la nuit elle m'empêche de dormir. Cette série prend un penchant très cool. On a développé un personnage super impressionnant, super charismatique, qui est trop stylé. Et on nous développe aussi le monde dans lequel on est, qui est en vrai super intéressant. J'ai vraiment envie de découvrir comment le monde est devenu comme ça, comment il s'est organisé. Notamment on suit Las Vegas principalement, qui est un royaume, le royaume de Las Vegas, qui est dirigé par un roi. Et en fait, le penchant que l'histoire prend est vachement cool parce qu'au lieu de suivre un personnage qui va juste essayer de se venger, et ben tu suis un personnage qui va aider les autres. Et il y a une belle morale derrière ça. Il va aider des enfants qui sont en cavale, qui sortent de Las Vegas, et donc il y aura baston contre les chevaliers du royaume de Las Vegas, et genre c'est trop beau, les dessins sont incroyables, vraiment. Ça m'étonne que ça ait pas encore été annoncé en VF tellement ça fait du bruit, vraiment ça m'étonne. Si vous lisez de la VO, je vous en supplie, lisez Geiger, c'est génial. Et pour terminer, une série que j'adore, je pourrais vous en parler des heures, qui va sortir en VF, et je vous la conseille, dès que ça sortira, je vais vous spammer en mode... Je prends des actions Delcourt et je vais en mode allez acheter ça. Parce que je vais vous parler de Noctera, scénarisé par Scott Snyder, dessiné par Tony Daniel, donc rien que ça c'est juste... tu vois, explosion. C'est une série dystopique post-apo qui se passe donc dans un monde où le soleil a disparu. On sait pas vraiment ce qui arrive au soleil, on sait juste qu'un jour ça s'est couché, le lendemain il s'est plus levé. Dans le comic ils appellent ça le Big PM, parce que au final il n'y a plus de AM après. Sauf qu'en fait maintenant, dès que tu restes dans le noir, tu mutes, tu deviens un mutant dégueulasse. Et du coup ils sont obligés de vivre dans des cités illuminées de partout. Et notamment, pour gagner ton blé, il y en a beaucoup qui sont truckers, donc qui sont routiers.
et qui, en faisant des courses, des commissions pour des entreprises, ils gagnent de l'argent ou ils gagnent des objets. Donc en général, des objets, ça va être des batteries qui sont chargées, des groupes électrogènes, ça va être des batteries USB portables, tu vois, ils vont gagner des trucs comme ça. Ce que j'adore avec cette série, c'est au-delà de l'histoire qui est en vrai très élaborée, et qui en 4 numéros là part très très bien, et on est déjà très attaché au personnage. C'est toutes les couleurs. Les couleurs, elles sont de Tomeu Morei, ou Tomeu, je sais pas. Et en fait, les couleurs sont incroyables. En plus de ça, c'est un concept de dystopie qui est en vrai très cool. Dès le début, t'as un but, ça va être de ramener le soleil. Et après plusieurs années à vivre dans ce monde-là, elle va rencontrer une personne qui est mêlée à tout ça, à la disparition du soleil, et qui va essayer de ramener le soleil, donc elle va l'aider. Et c'est vraiment une série qui, en très peu de temps, était très complète. Et ça fait du bien, pour une fois, de pas traîner. C'est tout le temps dans le bon rythme. C'est jamais ni trop rapide, ni trop lent. Il y a des scènes d'action quand il faut en avoir. C'est complet, elle est vraiment très équilibrée cette série, ça fait du bien. J'ai hâte de lire le numéro 5 là pour vous dire. Dès que je finis de tourner, je pense que je vais aller lire. Mais ouais, c'est si bien. Et pour pas vous mentir, je pense que l'entrain que j'ai pour les comics cette année en tout cas, elle est en partie grandement due à cette série et à tout ce que je lis en VO. Parce que si je devais me contenter que de la VF, ça fait très longtemps que j'aurais lâché les comics. Il y a trop de défauts dans les éditions ou dans le choix des éditeurs que je ne comprends pas. Et la VO a sauvé ma passion du comics, donc merci. Bon les enfants, on a fini pour cette vidéo lecture. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez lu récemment, ça me donnerait des idées parce que bon, c'est vrai que j'ai déjà pas 1 milliard de trucs à acheter. J'aimerais un peu sortir des sentiers battus, donc si vous avez des séries à me conseiller que peu de gens ont lu quoi, je suis toujours preneur. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, probablement Flashpoint. Probablement, je vais me démerder pour que ça sorte là. Des bisous à tous, ciao.